d'Algérie tout en couleur avec Coral Peinture. Ensemble, vivons le bonheur d'Algérie. Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Bonjour tout le monde, bon réveil, ravi de vous retrouver, bienvenue chez vous, c'est votre bonjour d'Algérie du lundi 1er mars et on vous propose ce matin un programme des plus variés, bien sûr vos rubriques habituelles du lundi, à commencer par l'instant Mohamed Dib avec notre amoureux des livres, Yazid Ait Mahyedine qui reviendra sur le roman Les terrasses d'Orsol. Vous verrez, c'est le genre de bouquin qui nous prépare à une fuite en avant sans jamais vraiment en voir le bout. C'est du Mohamed Dib tout craché. Ahmed Gergassen reviendra dans sa rubrique Savants et chercheurs sur l'une des figures phares qui a éclairé bien des consciences durant la colonisation. Ahmed Toufiq El Madani, grande figure du mouvement national et grand révolutionnaire algérien aussi, parcours de ce grand homme ce matin. Et nous parlerons entrepreneuriat au féminin avec Nassima Guettal. Elle fait partie de ces jeunes femmes qui ont décidé de se lancer pour devenir leur propre patronne et créer des emplois aussi et de la richesse par la même occasion. Il sera question également de bien-être ce matin avec notre second invité. Elle représente une plateforme dédiée aux activités qui nous font du bien. Avec Amina Ghefari, nous reviendrons sur ce secteur qui a été tant sinistré par la pandémie, la crise sanitaire, mais qui aujourd'hui reprend pas à pas son souffle. Dans la rubrique Coin vert, nous allons redécouvrir les bienfaits des plantes aromatiques, comment les planter chez soi et comment s'en occuper. Mélie Moussaïd sera des nôtres pour répondre à vos interrogations. Toutes ces belles choses, ces belles thématiques, vous seront gracieusement présentées ce matin. Mais avant, vous le savez, c'est votre premier journal météo de la journée. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aynama Kuntum. Félia Lachir, bonjour. Bonjour Nour, comment ça va? De vous retrouver, ça va super très bien. Très heureuse de vous retrouver plutôt, c'est à moi de dire ça. Est-ce que vous savez, vous êtes radieuse aujourd'hui? Ah, c'est gentil. Vous savez que c'est la journée mondiale du compliment. Alors, on va se complimenter toute la journée. Toute la journée, voilà. Ça fait pas de mal à nos amis, nos voisins, nos collègues. Voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir des compliments de bon matin. Surtout que c'est gratuit. Exactement. Je vous y encourage, c'est à vous. Merci Nour, bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent ce matin. Excellent réveil à vous tous. Très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, Météo Algérie prévoit beaucoup de brouillard, beaucoup de nuages bas en début de matinée vers l'ouest, le centre, l'est du pays. À signaler aussi des vents assez forts atteignant parfois les 50 km/h près des côtes ouest. Ça devrait se dissiper, laissant place à de larges éclaircies d'après bien sûr Météo Algérie et le ciel restera voilé au courant de cette journée vers l'ouest. Sur la partie sud, on attend une faible tendance orageuse au sud-ouest, au nord-Sahara. À noter des soulaments de sable sur la majeure partie des régions sahariennes avec des remontées vers l'intérieur ouest. Les températures prévues pour cet après-midi, les voici. Elles vont être élevées par endroits pour la saison. Regardez, il fera cet après-midi 27 à Rilizane, 26 pour Alger, 25 pour la wilaya de Sétif, 24 à Betna, un minimum de 18 degrés à Al-Bayad de Djilfa, 18 à Annabas Kikda, sur la partie sud, 23 à Béchal, 24 degrés cet après-midi à Tindouf, entre 32 et 33 au Sahara central, 26 vers le Hogar, le Tassili, et enfin un maximum de 34 degrés à l'extrême sud. À présent, place ce matin à l'état de la mer. Aujourd'hui, nous aurons une mer forte près des côtes ouest avec des vents qui varient entre 30 et 60 km/h. Une mer agitée peu agitée près des côtes ouest et centre avec des vents qui varient entre 30 et 50 km/h près des côtes centre et enfin entre 30 et 40 km/h près des côtes est. À présent, voici l'éphéméride. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 18h42. Vous avez toujours le site de Météo Algérie, les 3 w.meteoalgérie.dz. Profitez de votre journée puisque le temps va changer à partir de demain. Excellente matinée, à tout à l'heure. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aynama Kuntum.
Merci Fédé El Cheikh, merci beaucoup. Donc une météo plutôt clémente. Exact. Demain, retour des pluies. Voilà, tout à fait. Vaut mieux en profiter. Exactement. Je compte sur vous pour le faire. Très bien. Alors, c'est en musique qu'on entame cette matinale avec du jazz de la pianiste et chanteuse Diana Krall avec le titre Let Fall in Love. Regardez, c'est du jazz et c'est sur Canal. De la Canadienne Diana Krall. Comme annoncé au sommaire de cette matinale, c'est tout d'abord de Mohamed Dib que nous allons parler avec Yazid. Bonjour Yazid. Bonjour, Comment ça va? Oui, ça se passe bien. Très bien, en forme? Oui, on va faire des compliments aujourd'hui. Oui. Ah oui, vous êtes charmante. Eh ben, je crois que la journée mondiale du compliment, c'est aussi lundi prochain. Ah bon, Ouais. c'est pas aujourd'hui? Non, c'est tous les lundis. C'est aujourd'hui et tous les lundis. Tous les lundis? Voilà. Alors, tous les lundis, je vais faire des compliments. Oui. Ok. Merci Yazid. Pas de Alors, problème. l'instant, Mohamed Dib nous emmène sur les traces d'un roman. Donc, les terrasses d'Orsol. Pourquoi les terrasses d'Orsol?
Les Terrasses d'Orsol, en fait, c'est un roman le premier roman de la trilogie nordique. Donc, cette trilogie nordique, donc c'est les romans que Mohammed Dib a publiés en Finlande. Donc, c'était là où il a expérimenté un certain style d'écriture. Mais en fait, Terrasses d'Orsol, ça a commencé bien avant. Les premières ébauches remontent à bien avant la trilogie Algérie, donc remontent dans les années 50. Il a commencé à expérimenter ce style d'écriture. Donc Mohammed Dib était déjà précurseur de ce style fragmentaire. Donc c'est pas uniquement dans les années 70 là où il a commencé à se rendre dans des villes de l'Europe du Nord et de l'Europe de l'Est et aux États-Unis. Donc c'est là où il a commencé à donner le là et à lancer la couleur d'une écriture poétique, d'une écriture fragmentaire, d'un autre style, de la fragmentation, enfin une hybridation aussi, une certaine variation des couleurs. On parle de la littérature dibienne, une littérature poétiforme. Donc voilà en fait Terrasses d'Orsol. Orsol, c'est la ville donc, où vivait le personnage Aïd. Aïd qui vivait dans cette ville et puis comme il était chargé par son gouvernement à se rendre dans la ville de Jabar, donc, qui est un océan, une ville entourée d'îles et de lacs, et il devait donc faire un travail de diplomatie et rendre donc compte à son gouvernement et envoyer des rapports, etc. et tout. Et là, il se rend compte que la ville était extraordinaire, qu'elle était belle, que les gens sont heureux, etc. Mais il se rend compte qu'il y a une fosse, qu'il y a une faille en plein mer. Donc il trouve cette faille, et cette faille, elle est peuplée d'êtres inconnus, d'animaux, en même temps il ne sait pas en fait, là, il essaye de se poser des questions, de comprendre en fait la fosse, comprendre un peu le contenu de cette faille, de cette fosse où il y a des crabes, il y a des reptiles, il y a tout genre d'animaux reptiles, et il parle aussi de pachydermes, etc. et tout. Mais quand il veut questionner les habitants de Jarbar sur cette fosse, on lui oppose un silence. On lui oppose un silence. Il n'arrive même pas à donner un nom donc, à cette fosse. C'est quoi cette fosse? Donc, et c'est ça la plus grande question. Ça nous pousse à nous, lecteurs, à se poser les mêmes questions. Et on n'a aucune réponse. On n'a aucune réponse, certes, mais là, Mohammed Dib expérimente un peu des sujets et des motifs qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, de lire, mais en fait, il travaille sur la question de l'exil, les questions du silence, les questions de la mémoire. Et les gens qui se retrouvent dans l'exil, en fait, ils sont souvent confrontés au silence des autres, ils sont toujours confrontés à leur mémoire, ils sont confrontés à l'exil en fait. Donc il essaye en quelque sorte de symboliser le vécu des personnes en exil par cette quête de soi et pour cette quête de mémoire, cette quête d'identité. Et il essaye donc d'expliquer tout ça à travers le personnage de Aïd, ou Aïd. Et Aïda. La revenante. Aïda, c'est la revenante, mais Aïda, c'est un personnage, c'est sa femme qui vit à Orsol avec sa fille, et tout d'un coup, lui, il part pour mission à Jarbar, et suite à un coup de téléphone, c'est la séparation, et c'est Aïda qui lui dit, en fait, moi, je vais prendre l'appartement, et toi, tu vas rester tout seul dans la grande villa, etc., et donc il y a toute cette déchirure et cette séparation. Et il commence donc à faire son travail, à essayer d'envoyer des rapports à chaque fois à son gouvernement. Et jusqu'au moment où il retrouve cette faille, il essaye de comprendre. Et là, il est à l'hôtel, il essaye de parler au garçon d'hôtel. Et dans ce rapport aux deux garçons, parce qu'il y a trois garçons dans le dialogue, et toujours ces garçons, ils sont là
à lui répondre d'une manière, certes, ils sont courtois, mais c'est toujours le silence. Il est invité dans une grande soirée, un cocktail dînatoire, etc., avec les Dodrik. Et là aussi, il essaye de parler à la femme de Dodrik, et c'est toujours le silence. Toujours, on le renvoie à ce mur de silence, il n'arrive pas à comprendre. Et il va au cinéma, il commence à écouter les gens, il essaye de comprendre, etc. Mais toujours, il revient toujours à la fosse. Et une fois à la fosse, il est d'une description, j'allais dire, c'est un constat d'huissier. C'est-à-dire, il parle des mouvements, de ces êtres qui vivent dans cette fosse. Et certainement, il y a des nuances, etc. Mais il n'arrive pas à saisir le sens, il n'arrive pas à saisir le nom. Et toujours, c'est jusqu'au moment où Dodrik l'invite pour une croisière. Et là, il rencontre une femme, Aël. Et c'est là, avec Aël, il y a aussi le poète Talilo. Talilo, donc, c'est lui qu'il essaye de l'introduire auprès de cette Aël, de cette femme, de cette belle femme qu'il décrit d'une manière vraiment extraordinaire. Et vers la fin, c'est pas une fin, en fait, une happy end, ou c'est pas dans le genre des romans linéaires, il n'y a pas de linéarité, c'est un roman toujours fragmentaire. Et là, il oublie tout. Il oublie son nom, il oublie sa mission, il oublie qu'il a été envoyé par son gouvernement, il oublie tout, il oublie même son identité et son rapport à la force, etc. Et c'était la fin. Et à elle aussi, en fait, c'est l'éclatement de tout le fragment littéraire et c'est la folie, en fait. Alors, on disait c'est un roman sur le thème de l'exil et ce n'est pas le premier roman qui traite de cette question. Il y avait Abel, suivi par les terrasses d'Orsol, H-A-B-E-L, Abel. Entre les deux, Mohamed Dib a publié contes, recueils, romans, textes poétiques. Il est revenu ensuite parler de l'exil. D'ailleurs, les terrasses d'Orsol commencent par, je cite, « Je suis revenu ». C'est comme si son premier roman n'a jamais été fini. C'est comme s'il avait entamé quelque chose qui n'était pas fini. J'ai dit que le roman Terrasse d'Orsol a été entamé déjà dans les années 50. Déjà, l'ébauche d'écriture, c'était dans les années 50. Donc, même si les gens ils disent que c'est la trilogie nordique, mais en fait, l'ébauche a commencé bien avant la trilogie Algérie. Oui. Donc, il était déjà précurseur de ce style. Oui. Et par rapport à l'exil, c'est vrai, comme je l'ai dit au début, Abel était aussi un travail sur l'exil. Par contre, Abel, c'est clair, c'était à Paris, c'était en France, l'exil. Et par contre, il était en fait exilé. Et ce n'est pas le même cas. Ici, oui. C'est quelqu'un qui est parti pour une mission. Il a été envoyé par son gouvernement. Donc, ce n'est pas en fait la même. Mais il traite de la question de l'exil de l'homme du Sud qui se retrouve dans un pays du Nord. Parce que même dans Terrasse d'Orsol, c'est toutes les indications, même si on ne dit pas que c'était la Finlande ou la Suède ou un autre pays du Nord, mais on parle de lac, on parle de lumière, on parle de ce rapprochement entre la nuit et le jour, donc on pense toujours au soleil de minuit. En fait, c'est... Et puis, il y a aussi, on rapproche un peu ce style et cette thématique et ce motif au rivage de Syrte de Julien Gracq, donc qui a également travaillé en fait sur cette question de l'exil. C'est l'un des romanciers français, Julien Gracq, donc qui a refusé le Goncourt parce qu'il a dénoncé la littérature de l'estomac. Donc en fait, Mohamed Dib, en quelque sorte, certains analystes, certains chercheurs rapprochent un peu ce roman au rivage de Syrte. Donc il faut lire aussi pas mal de spécialistes de Mohamed Dib, comme Ali Shibani, comme Charles Bonne, etc. Donc on retrouve pas mal d'analyses et pas mal de grilles de lecture de ces romans
de la trilogie nordique, notamment Terrasse d'Orsol. Et c'est vrai que Terrasse d'Orsol, par la suite, il y a une continuité Terrasse d'Orsol dans le dernier livre qu'on a abordé, là, en fait, la nuit sauvage, où il y a une nouvelle intitulée Talilo est mort, où Ayel revient et annonce la mort du poète Talilo, parce que Talilo est un personnage de Terrasse d'Orsol. Talilo, c'est le poète que que Ayed rencontre au cours d'une croisière dans le vaisseau Dragador, je pense. Je pense le Dragador, voilà. Et voilà, donc en fait... J'imagine que vous avez un passage à nous lire. Ah oui, je rappelle que Mohamed Dib essaye d'installer deux personnages, l'acteur-narrateur, et quand il revient en narrateur, il utilise toujours comme... donc c'est un motif qui revient souvent dans l'écriture, dans le dispositif narratif et dans le style, c'est l'italique. Donc il utilise les lettres italiques pour permettre au narrateur de s'exprimer. Oui. Donc après le je, il utilise le il. D'accord, voilà. Toujours un aspect théâtral dans ses romans, dans ses poèmes, partout. Donc, et puis c'est plus juste de parler de fuite dans les terrasses d'Orsol. On a l'impression que le narrateur-acteur, les personnages veulent toucher quelque chose qu'ils ne savent même pas ce que c'est. Oui, ils travaillent sur les nommés, ils travaillent sur la parole, ils travaillent sur le langage, ils travaillent un peu sur l'innommé. Donc il essaye toujours de retrouver. On retrouve aussi cette question dans Cours sur la rive sauvage et sur également Abel, comme vous le dites si bien. Oui, ce qui est certain, c'est que les personnages attendent que leurs paroles soient entendues. L'heure est à la lecture, Yazid. Ouais, je suis prêt. Le passage va s'afficher juste sur l'écran en face de vous. Ah, je suis prêt, je vais essayer de commencer. Voilà. Mais le nom, c'est aussi la monnaie dont nous disposons pour acquitter la rançon de l'exil et notre retour parmi les hommes. Il rit comme on prend acte de sa chance et de son infortune en même temps. Je suis l'ombre d'un outrage inconnu ou renié. Voilà, je parlais de ça, donc de l'innommé, donc, mais le nom, c'est aussi la monnaie dont nous disposons pour acquitter la rançon de l'exil. Voilà le texte de Mohamed Dib qu'on a choisi. On l'a lu sur la musique d'un grand compositeur finnois, Sibelius. Sibelius qui a composé Karelia, il a composé le grand hymne finlandais, Finlandia. Voilà. Merci Yazid. Il y a une carte postale avant de partir? Oui, il y a une carte postale dédiée à notre cher script, appelé pour les intimes Den. Voilà. On va voir la carte postale. J'en ai une ici, je pense, oui. Voilà. Suis-je en train d'échanger une folie contre une autre? À elle ou c'est toi qui va me faciliter le passage? Mohamed Dib. On la voit. Merci beaucoup Yazid. Merci, à la prochaine. Merci pour ces chaleureux mots. Merci de nous avoir parlé des terrasses d'Orsol. En attendant la prochaine œuvre lundi prochain. Merci pour toi. De poser les bonnes questions. On vous retrouvera lundi prochain, j'espère, et très bonne journée. Il fait beau, profitez-en. Oui, la prochaine fois, on essaiera de parler d'un autre... Si on trouve Abel, sinon peut-être Nuit de marbre. Il y en a des masses, ce n'est pas les œuvres qui manquent, je pense. Oui, il y a Nuit de marbre, et puis il y a également Sommeil d'Ève aussi. Sommeil d'Ève, qui aussi fait partie de cette trilogie nordique. La trilogie nordique, voilà. Très bien, merci Yazid, à lundi prochain, à très vite. Merci. Alors à vous qui nous regardez, où que vous soyez, ces images sont pour vous. C'est sûr qu'Anna Algérie apprécie, on revient juste après.
revenir ce matin sur le parcours, comme annoncé au sommaire de cette matinale, le parcours d'un grand homme. Il s'agit d'Ahmed Tawfiq El Madani, un homme qui a consacré sa vie entière à l'indépendance du pays, à son émancipation une fois la libération recouvrée. Et pour nous en parler, Ahmed Guirgassene est des nôtres. Bonjour Ahmed. Bonjour Nour. Comment ça va? Bonjour à tous. Vous êtes là tous les lundis pour nous parler toujours de personnalités qui ont marqué notre révolution, l'histoire de notre pays. Exactement. Entre autres, Ahmed Tawfiq El Madani, c'est un autre géant du XXe siècle. Donc, il a marqué et l'Algérie, et la Tunisie, et le monde arabe. Donc, c'est un grand homme, mais bien sûr, on s'incline devant sa mémoire. Oui. Et on l'évoque avec tout le respect qu'on lui doit, parce que c'est l'un des fondateurs de l'Algérie moderne, de l'Algérie actuelle. Donc, on lui doit beaucoup. Ahmed Tawfiq El Madani Al-Bira. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Ahmed Tawfiq El Madani, c'est un parcours très particulier parce que notons que c'est l'un des revenants. Donc il y a beaucoup d'Algériens donc à l'arrivée de l'occupation française. Donc il y a beaucoup d'Algériens qui sont exilés ou qui ont été forcés à s'exiler. Donc on se souvient Cheikh El Mahdi Sklaoui, on se souvient Cheikh Smaouni, l'un des derniers Cheikh Ben Yelles, l'exode de Tlemcen, le fameux 1911. Mais il y a beaucoup de leurs enfants qui sont revenus. Donc, par exemple, le père de Cheikh El-Medjawi qui a été exilé, qui s'est exilé en 1848, son fils est revenu et est devenu l'un des plus grands ulama. Il y a bien sûr Tawfiq El Madani dans sa famille. Donc, dès l'arrivée des Français à Alger, dès l'occupation française d'Alger, sa famille est partie en Kabylie. Ils y sont restés un certain moment jusqu'à l'insurrection, la révolte de 1870. Et de là, donc, ils ont participé à la révolution. Et puis, ils ont décidé de partir s'installer en Tunisie. Donc, il s'est installé en Tunisie. Lui, Tawfiq El Madani n'a pas vécu tout cela puisqu'il est né en 1899. Donc, 1899, c'est déjà le protectorat français, c'est déjà l'occupation est installée en Algérie, donc elle commence à s'étendre, elle commence par la Tunisie, elle va le faire tout de suite après, en 1912 au Maroc. Donc, on est toujours dans dans cette atmosphère d'occupation et de guerre et de résistance et d'insurrection et tout ça. Donc, il naît à Tunis. Il fait l'école coranique, bien sûr, puis il rentre à Zeytouna. Il est destiné à être un savant. La famille de Madani est d'origine andalouse et c'est une famille bien ancrée ici à Alger. Donc, et puis, il y a l'arrivée de la Grande Guerre, 14-18, et il prend position. Donc, avec les résistants, il y a le Medbahat al-Jellaz en Tunisie, il y a beaucoup de remue-ménage. Donc, il prend position. Il était très jeune, il avait 16 ans. Ils l'ont emprisonné à 16 ans. Apparemment, c'était légal à l'époque. Eh ben, c'était pas légal, bien sûr, c'est jamais légal, mais ils le font, parce que c'est l'occupant, il le fait. Donc, il a été emprisonné de 1915 à la fin de la guerre, jusqu'à 18-19. Et à la fin, il n'était pas satisfait de ce qu'ils lui ont fait, il l'exile. Donc, tout de suite après, parce que, donc, après, bien sûr, il reprend un peu l'activité politique avec Abdelaziz Taalibi, il rentre dans Hizb Doustour Tounsi, donc il commence à travailler, il était jeune, donc il avait la hargne, bien sûr, et la ferveur, donc il avait en plus les Algériens qui sont partis à l'étranger, que ce soit en Syrie, en Égypte, en Tunisie, donc ils sont partis avec déjà, ils connaissaient déjà ce que c'était que l'occupation, donc dès qu'il y avait le soupçon, le moindre soupçon de l'odeur d'une occupation, ils étaient là, ils réagissaient. Voilà, exactement. Donc, ils réagissaient. Du coup, on trouve dans le mouvement national syrien plein d'Algériens. Donc, ils étaient d'origine algérienne parce qu'ils l'ont déjà ressenti. Donc, ils réagissaient très vite, bien avant les autres. Donc, Tawfiq El Madani, et bien sûr, il participe dans la création du Hizb Doustouri de Abdelaziz Taalibi. Donc, il était là, il était chef de la rédaction du parti, et puis donc en 1925 il est exilé. Au moment où Tawfiq El Madani est exilé de Tunisie pour revenir en Algérie où les Français croyaient qu'il était déraciné, donc il ne connaissait plus personne, c'était un jeune, il revenait, il avait à peine 25-26 ans, donc il allait faire quelques petits travaux comme ci, comme ça, mais bon, il revient, mais au même moment où lui il revient, il y a l'Amir Khaled qui est exilé d'Algérie
pour la Syrie. Donc, vous voyez, donc ces va-et-vient que vivaient les Algériens. Mais lui, donc, il arrive en Algérie, donc il rentre tout dedans. Donc, sa famille, le souvenir de sa famille, les alliances familiales, il a été tout de suite intégré dans le milieu algérien, d'autant plus qu'il était déjà un intellectuel connu, assez connu, parce qu'il avait commencé à publier des articles, il avait déjà participé, donc il le connaissait déjà. Donc, en parlant de publication, là, on voit l'une de ses traces. Et le gars c'est un homme très fier donc, de lui-même. Donc, il était conscient de sa valeur. C'est ce qui est bien chez Tawfiq al-Madani. Il n'a pas cette partie un peu mystique dont souffrent les Algériens, qui font beaucoup, qui ne disent rien, qui font beaucoup, qui ne laissent rien, qui font beaucoup et n'écrivent jamais. Lui, il a écrit, très tôt, il a écrit ses mémoires. Donc, il a nommé, bien sûr, ses mémoires. Il leur a donné un titre très fort, donc vie de combat, Hayatou Kifa. Et c'est vraiment une vie de combat, parce que quand on voit son parcours, donc lui qui est né en 1899, il est mort en 83, 84 ans de combat et une vie très pleine. Très très pleine, on se dit que le gars ne dormait pas. Il me rappelle un peu ce que disait mon grand-père à mon père, Rabbi yarhamhum. Il lui disait تعيش 60 سنة وترقد 30 سنة شحال عشت. On dirait qu'ils n'ont jamais dormi. C'est des gens qui n'ont fait que travailler. Donc il était, bien sûr, je saute un peu, et il est l'un des premiers. Donc c'est pratiquement la cheville ouvrière de la création de Jamiat al-Ulama al-Muslimin. Donc lui, avec Cheikh Omar Smaïl, Omar Smaïl, qu'est-ce qu'il a fait à l'époque? Il a donné deux chèques. Il a signé 2 chèques qu'il avait publiés. 1000 francs pour celui qui créerait le Jum'iyya et 1000 francs pour la création, l'installation de le Jum'iyya. Donc, c'est justement Tawfiq al-Madani qui organise, il envoie les invitations. Donc, c'est un travail de presque 1 an de préparation. Il envoie partout en Algérie, il cherchait les ulama intéressants et intéressés. Il les invitait. Donc, ils organisent mai 31 et il crée Jum'iyya al-Ulama. Et justement, la création de Jum'iyya al-Ulama lui a été un peu disputée à la fin, pendant les années 70. Il y a certains qui ont remis en cause son travail. Et il s'est défendu, donc pendant toute une nuit dans Markaz Taqafi al-Islami à Ali Boumdjil, et il s'est défendu devant un parterre de partisans d'un certain clan. Donc il lui disait, il lui disputait la création. Il s'est défendu et il a écrit tout ça. Il a écrit noir sur blanc dans un livre, donc où il a rapporté tout ce qu'il a fait. Et bien sûr, les Algérois savent que c'est Tawfiq al-Madani qui a travaillé pour la création du Jum'iyya al-Ulama. Il y avait aussi Kitab al-Jazair, le livre de l'Algérie, qui est considéré comme un oui, best-seller. Bien sûr, à l'époque, oui, parce qu'il fallait le faire déjà pendant les années 30. Les années 30, écrire quelque chose pour dire que l'Algérie existait en tant qu'entité individuelle et particulière et séparée de ce livre de l'Algérie. De livre de l'Algérie. Le titre est clair. Exactement. Kitab al-Jazair. Donc là, il fait une description de l'Algérie. Et le livre était destiné, c'était pour les programmes scolaires. Parce que les enfants algériens lisaient à l'époque, ils étaient obligés à lire et travailler l'histoire de la France, la géographie de la France. À l'époque, bien sûr, officiellement, l'Algérie faisait partie de la France. Lui, il a séparé l'Algérie et il a donné cette référence au Kitab al-Jazair qui était un best-seller et c'était un pas très important. Et à la fin, donc en 1956, quand il rejoint la délégation du FLN au Caire, donc il écrit là, il publie un livre qui était très important. Il fallait présenter aussi l'Algérie aux Arabes, donc qui soutenaient à tout le monde. On a vu que la semaine passée que Mouloud Qasim a écrit Algérienne pour les Allemands, donc en 57. Lui, il écrit Hadihi hiya al-Jazair. C'est l'Algérie qu'il a présenté aux Arabes. Hadihi hiya al-Jazair qu'il présentait aux Arabes pour que les gens puissent connaître la cause des Algériens, l'identité algérienne, la particularité algérienne. Donc il l'a fait. Il a été même membre du premier GPRA, donc gouvernement provisoire. Il a été ministre des Affaires culturelles. Donc vous voyez, c'est une vie très pleine. Donc, on l'appelle le chevalier de la Renaissance algérienne. Exactement. Donc lui, c'est un gars, je ne sais pas, je me pose toujours la question s'il dormait. Donc combien d'heures dormait-il par jour? Parce que c'est une vie pleine, l'Iberg. Et c'est une référence pour l'Algérie et c'est une bonne référence pour les jeunes. Donc il a créé Hadi al-Jazair, il a participé dans le gouvernement, dans toutes les négociations. Après l'indépendance, il a été ministre des Houbous.
je pense, le premier ou le deuxième ministre des Houbous. Donc, il a lancé la création. Vous voyez, donc juste après l'indépendance, l'installation des institutions, donc l'Algérie redémarrait de zéro parce que tout a été détruit. Il n'y avait pas moyen de faire la connexion et puis même les institutions ottomanes étaient caduques. On ne pouvait plus revenir à l'ancien système. Donc il fallait installer un nouveau système, les institutions de l'Algérie. Là, on voit une très belle photo de lui avec Cheikh Ben Badis. C'est une photo que j'ai prise... et je leur demande la permission. Oui. C'est dans un site qui est géré par l'un de ses petits-enfants, je crois, oui. Et qui s'appelle Ahmed Tawfiq Al-Madani. Donc il y a plein de documents et c'est vraiment merveilleux que des gens s'intéressent à la préservation et la préservation de la mémoire de leurs ancêtres, de leurs aïeuls, qui ont fait beaucoup pour l'Algérie. Donc, à chaque fois, donc, il réactualise, il met de nouveaux documents, chaque fois ça, c'est son écriture. Ça, vous voyez, c'est une écriture très angoissée, je dirais. Donc, il écrit rapidement, nerveuse, parce que bien, il a beaucoup de choses à dire. Donc, là, on voit le souci de l'intellectuel, parce que, donc, et je pense que là, il s'est appliqué, parce que c'est une lettre qu'il a envoyée. Oui. Exactement. Donc, après, c'est vrai qu'explorer la révolution algérienne, toute la révolution, c'est aussi mettre en avant l'aspect civilisationnel, spirituel. Et je pense que voilà, Ahmed Tawfiq Al-Madani a joué un grand rôle. Participé avec son ami Ibn Badis. Exactement. Ibn Badis, dommage que le gars il n'a pas pu assister à la révolution parce qu'il est décédé en 1940. Oui. Exactement, 1940, à Rabbi Yarhamoum, mais il a fait beaucoup. Donc il a fait ce qui... en fait, c'était, on appelle ça en anglais un peu stretching borders. Oui. Donc c'est vraiment pousser les contraintes à leurs limites. Les Algériens ont fait ça. Donc chaque fois qu'il y avait une brèche, ils rentraient dedans. Chaque fois qu'il y avait quelque chose, une occasion qui se présentait, ils ne la rataient jamais. Donc ils ont essayé. C'est comme ça qu'ils se sont réappropriés leur identité. Ils sont réappropriés les espaces et ils ont ressusciter un peu quelque part l'Algérie, donc qui n'est jamais morte dans leurs esprits. Donc c'est ça le travail de ces gens. Donc Tawfiq Al-Madani, puis donc bien sûr il a été ministre, et puis il se consacre à l'écriture. Plusieurs ouvrages. Plusieurs ouvrages, bien sûr. Donc l'un de peut-être le premier livre que j'ai lu de Ahmed Tawfiq Al-Madani, c'était Harb 300 sana bin Jazair wa Espagne. Donc la guerre de 300 ans entre l'Espagne et l'Algérie. Et là où il présente aussi l'importance de l'Algérie donc ottomane. Donc c'était un pays, un gouvernement, un État qui était là, qui rivalisait avec les États riverains. Donc bien sûr dans un contexte historique qui n'existe plus, mais ils étaient là, ils existaient. Il y a aussi les mémoires de Cheikh Cherif Zahar, Naqib al-Ashraf, le doyen, je ne sais pas comment on peut appeler ça, le représentant des Chorfa en Algérie, donc qui a laissé des mémoires, des écrits. L'un de ses descendants a remis ça à Ahmed Tawfiq Al-Madani, donc il a fait une édition critique. C'est un document très important qui relate, c'est l'un des rares documents qui sont restés sur l'histoire de l'Algérie ottomane. Et c'est des mémoires, donc c'est un témoignage, donc c'est du vécu. Donc de là, il a tiré Mohamed Othman Bacha, donc c'est l'un des premiers livres qu'il a publié en 1937. Il a aussi publié Taqwim al-Mansour, c'est le livre qui a causé son exil en Algérie, qu'il a publié en Tunisie. Donc je ne sais pas si j'ai tout dit, je suis sûr que je n'ai pas tout dit. Enfin, il y a toujours des choses à dire. Exactement. Et puis on a aussi des ouvrages, des romans, qui ne sont pas publiés, qu'on ne peut toujours pas trouver. Oui, exactement. Oui, mais Tawfiq Al-Madani, il a publié. Donc, il faut vraiment... C'est un témoignage. Il s'est dévoilé, exactement. Il était conscient de sa valeur et c'est très bon. Ahmed Guilhersen, je vous remercie pour ce bel hommage. Merci d'avoir rendu hommage à Ahmed Tawfiq Al-Madani, historien, écrivain, homme politique, révolutionnaire algérien qui a participé au changement. Un dernier mot, il a été enterré à Sidi Abdelrahman. Donc si vous rentrez à Sidi Abdelrahman, en rentrant à droite, il y a sa tombe. Il y a même l'épitaphe où il a laissé un poème. Je ne sais pas si c'est de lui ou de Mohamed Eid Al-Khalifa, mais on reconnaît tout de suite l'épitaphe de Cheikh Tawfiq Al-Madani. C'est bon à savoir, en tout cas pour ceux qui veulent se recueillir sur sa tombe. Donc grande figure du mouvement national. Merci Ahmed Guilhersen. On vous retrouve lundi prochain. Très bien. Je vous laisse, chers amis téléspectateurs, avec cette chanson très nostalgique de Mohamed Lamari,
rythme et chanson, tiré de l'émission du grand Mustapha Gribi en 1959. Souvenir, souvenir, regardez. بحر الحب رميتيني بحسن جمالك سحرتيني في بحر الحب رميتيني ما كانش في البال تغدريني ما كانش في البال تغدريني وتكويني بنار غدارة صمود سمراء سمار سمورة سمراء سمورة سمراء وسمارة ودني بعيونها السحارة عبيدك قلبي يا غدارة عدتي يا نكارة سمورة سمراء وسمارة ودني بعيونها السحارة عبيدك قلبي يا غدارة عدتي يا نكارة عمري من خونك جرحتني برموش عيونك وحلفتي عمري من خونك بالي طولي عهودك في بالي طولي عهودك وسهرتي خاينة وغدارة. Il y a même un livre qui parle de Mohamed Lamari, donc publié aux éditions Rafa de Abdelkrim. Tazarout à trouver pour ceux qui cherchent bien chez les bons libraires. Allez, on va parler entrepreneuriat au féminin. Et oui, elles sont de plus en plus nombreuses à se lancer, à devenir leur propre patronne, créer des emplois et de la richesse. Et pour nous en parler, on a l'une d'elles, Nassima Gattal. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Ravie de te retrouver, de vous retrouver. On est sur le plateau. Non, suis toi. Très bien. Alors, vous êtes à la tête d'une application, Nassima, une plateforme également destinée aux femmes artisanes. Notre application s'appelle Qafza. Ouais, donc, j'imagine littéralement la débrouillarde. C'est débrouillarde et le saut aussi qualitatif. Qualitatif, très qualitatif bien. Par rapport à leur revenu, à leur business. Donc, pour vous, c'était logique de lui donner ce nom. Voilà. Alors, vous êtes dans la vie de tous les jours, et bien, vous êtes informaticienne et vous avez décidé de lancer votre propre entreprise, votre start-up. Pourquoi avoir choisi l'artisanat comme créneau? Il y a beaucoup de créneaux que les jeunes aujourd'hui exploitent. L'artisanat, il n'y en a pas beaucoup. Effectivement, parce qu'on a constaté qu'il y a pas mal de femmes et beaucoup de potentiel de femmes qui travaillent sur beaucoup de métiers artisanaux et qui produisent, mais qui n'ont pas de créneau, de canal de commercialisation. On se dit pourquoi ne pas leur offrir un canal professionnel là où il y a tous les moyens d'exposer, de vendre en ligne avec des moyens de paiement et toute la logistique qu'il faut pour acheminer leurs produits à leurs clients dans le territoire national et à l'international, pourquoi pas. Génial, j'imagine que vous avez de très très bons retours.
On est au début, c'est le deuxième mois parce qu'on a commencé au mois de janvier. Par rapport aux inscriptions des adhérentes, on est aux 600 adhérentes actuellement. Oui. En 2 mois. En moins de 2 mois, oui. Ça fait quand même un moment qu'on a pris contact avec elle et tout, mais officiellement. Vous avez préparé le terrain? Oui, on a préparé déjà le terrain. On a commencé à y travailler dessus depuis 2017. Et là, en mois de janvier, ça se concrétise, ça devient une start-up. On a été d'ailleurs labellisé récemment. Par le comité de labellisation des start-up. Exactement. Très bien. Alors, j'imagine que la pandémie vous a poussé à aller digitaliser tout ce monde-là. Effectivement, parce que lors de la pandémie, on a vu des femmes qui ont baissé le rideau, qui ont fermé leurs petits ateliers parce qu'elles n'ont pas bossé. Elles n'ont pas vendu et j'imagine que c'est le cas de beaucoup d'artisans et artisanes. Mais je souligne juste que la plateforme Qafza est dédiée aussi à toutes les entrepreneuses, à toutes celles qui ont des produits et des services aussi, parce qu'on est dans le service en ligne, qui est par exemple le développement, le design, le graphisme, etc. Et actuellement, on s'est dit pourquoi ne pas parce que l'objectif c'est d'avoir un écosystème qui rassemble toutes ces énergies, tout ce potentiel dans le même espace. On s'est dit pourquoi ne pas ouvrir une brèche où on offre à ces femmes aussi. On a pas mal de boutiques qui offrent tout ce dont une femme a besoin. Donc, vous pouvez aller vous connecter sur la plateforme et acheter ce que vous voulez. Génial. Et alors, vous organisez aussi plusieurs événements. Voilà. Il y a 2 semaines, il y en avait un à la Grande Poste. Exactement. C'était sous le thème de l'entrepreneuriat féminin. Qafza comme perspective par rapport au post-Covid. On parle de période post-Covid. Donc, c'était en collaboration avec l'APC d'Alger Centre. On a organisé une exposition vente au profit de ces femmes. Pour la plupart des artisanes. Il y avait beaucoup de monde, ça attirait beaucoup de monde. Oui, c'est une vingtaine. Et je pense que c'est un premier événement qui sort au public, dans une place publique après le Covid. Donc les gens s'y intéressaient, ils sont venus voir ce que vendent ces femmes, etc. et acheter. D'accord. Alors justement, notre journaliste, je pense que vous avez rencontré notre journaliste Maya Amrani, qui était sur place. Oui. Elle est revenue avec ce reportage. Regardez. Le groupe fondateur de l'association Qafza a pour objectif de promouvoir la création essentiellement dans une optique de valoriser et de mettre en évidence le talent de ces artisanes. Je suis en fait la cofondatrice et chargée de communication de la plateforme Qafza.dz, qui est une plateforme dédiée aux femmes algériennes, entrepreneuses, artisanes ou celles qui sont dans le freelance, les services en ligne, qui sont inscrites sur notre plateforme. Elles sont là, elles exposent. C'est avec une grande fierté que ces femmes de tous âges parlent de leur création. À 22 ans, cette universitaire projette déjà de créer son propre atelier. Je suis étudiante. Ce que vous faites, c'est quoi? Tout ce qui est en tissu. بديت بلي توت باغ ولا برودي على ما نخدمهم. Après زدت هادوما لي sacs de rangement et tout. Les petites pochettes تانيت. Ou les bracelets aussi. احنا on est 3 sœurs, chacune sa spécialité, le crochet, la couture et les accessoires à la pâte porcelaine probate. احنا اللي نخدموا la pâte. Quant à Nassera, redonner vie à des objets à partir de la récup a éveillé en elle une fibre de décoratrice. Ça, c'est la récup. D'accord. T'as les torchons. Le rouleau avec ma normèche. Je fabrique des hadouts à Brigidaire pour décoration. Ma retraite. Oui, je suis éducatrice spécialisée pour enfants handicapés mentaux. J'étais à Al-Harra, j'étais à Mdia, j'étais à Douira, j'étais à Hidra.
Et là, vous êtes à la retraite? Oui, je suis à la retraite. Je me suis trouvée en train de réaliser des... Oui, de tout, de tout. Pas seulement les porte-clés, c'est les aimants à le frigo, les porte-clés, les boucles d'oreilles, les broches, les chaînes, des figurines, genre plusieurs choses. Jamila récupère des capsules de café en aluminium pour en faire des bijoux et des figurines de décoration, une forme de résistance à l'envahissement de notre environnement par des objets néfastes. Moi, j'ai une machine de café à capsule à la maison et un jour, en sirotant mon café, j'ai écrasé la capsule. Ça a donné un joli effet. Et j'ai dit, pourquoi pas faire un petit collier. Et donc, l'entourage a aimé et depuis est née l'idée de recycler la capsule. Le savon artisanal, cosmétique, au naturel, poterie artisanale se côtoient. Je viens du Tizi Ouzou. Ouais, j'habite à la région d'Izouadia, village Tergan. Je suis la poterie, je suis un fabricant. Je suis tout ce qu'il y a de traditionnel ici, des assiettes, des bibelots, des vases et des bouteilles d'eau. Tout ce qu'il faut de la poterie, traditionnelle ou moderne. Je fais le produit cosmétique aussi naturel. Je me base sur des produits totalement naturels, que ce soit des huiles nobles, que ce soit des huiles, par exemple l'huile d'olive pour faire le savon, l'huile de grignon pour préparer le savon Beldé, savon de Zeb, on a connu. Et il est revisité parce qu'il y a des rajouts qu'on met, par exemple curcuma, on met du miel, on met le café, on met... voilà. Et le savon, vous avez différents savons. Hein. Vous avez pour les peaux sèches, pour les peaux grasses. Ces artisans et artisanes révèlent une conscience écologique bien ancrée et nous permettent de découvrir toutes les subtilités de leur savoir-faire. Un sujet signé Maya Amrani, on la remercie. En tout cas, on a pu voir Jamila Bekour, qu'on a reçue il y a 2 petites semaines, qui arrive à recycler les capsules de café pour en faire des figurines et d'autres choses, des bijoux, des petits bracelets, des petits colliers. On est aussi dans cet aspect environnemental. Oui. Donc voilà, c'est des gens qui ont beaucoup, conscience. Beaucoup font dans le recyclage, beaucoup de femmes font dans le panier traditionnel pour éviter l'utilisation des sacs en plastique. Beaucoup font dans tout ce qui est des outils de rangement et des pochettes avec des tissus. Choses pratiques de tous les jours. Très pratiques et utiles. Donc, Alors Nassima Guettel, on a pu voir des femmes, des dames qui s'étaient reconverties. Est-ce que vous, en tant qu'entrepreneuse, ça vous arrivait de croiser plus ou moins des femmes qui se lançaient comme ça? Exactement. Beaucoup d'entre elles, parce qu'on a passé par un processus de formation de ces femmes à l'utilisation de la plateforme et de ses fonctionnalités. Le premier quart d'heure de la formation, c'est le tour de table, on se présente, etc. Et je suis étonnée par le nombre de femmes qui ont fait reconversion carrément. Elles étaient cadres, elles avaient chacune son poste et elles ont décidé de se reconvertir parce que c'est la passion qui a pris le dessus. Et elles ont ouvert leur propre... Très risqué, surtout en cette période de pandémie. Elles ont fait il y en a celles qui l'ont fait, qui ont franchi le pas, ça fait quand même quelques années. Mais c'était un déclic, c'était la passion. Elles ont suivi leur pour eux, c'était très instinct. logique. Voilà, elles ont abandonné le poste pour aller s'aventurer en entrepreneuse. Oui, voilà, tout comme vous. Voilà. Tout comme vous. Alors, pour celles et ceux qui nous regardent, enfin les artisanes surtout, qui nous regardent et qui n'ont pas pu justement assister, exposer à cet événement, il y a des événements qui sont prévus pour ce mois de mars? Effectivement, on a préparé tout un programme d'événementiel. Il n'y aura pas que des expositions. Il y aura une exposition en fin mars. On a aussi un colloque là où il y aura une conférence débat, des workshops autour de l'entrepreneuriat féminin, comment améliorer ses ventes, comment gérer ses coûts, etc. avec des experts en la matière. Et on a aussi le lancement d'une application nouvelle qui va arriver, qui va intéresser beaucoup de femmes. Et donc voilà, c'est riche en événements au mois de mars. Donc ils n'ont qu'à nous suivre sur nos pages Facebook Qafza Market et Instagram aussi. Génial. Alors rapidement, comment on fait pour s'inscrire sur on revient à votre application Qafza.
Est-ce que c'est payant, c'est gratuit? Non, comment ça se c'est passe pour les gratuit. C'est gratuit. Pour tout le monde. Oui, c'est pour tout le monde. Il suffit d'aller sur le site. Vous avez un bouton devenir Qafza ou vendre sur Qafza et vous allez créer votre propre boutique. Mais sinon, vous allez aussi l'application sur Play Store. Vous l'avez qu'à la télécharger. Super. Voilà. On imagine que vous avez créé de l'emploi avec votre application. Il n'y a pas que... Voilà, on a des développeurs, Voilà. on a des commerciaux. C'est des collaborateurs. Voilà, c'est des collaborateurs. Alors, donc, on vous espère, on vous souhaite beaucoup, une très bonne continuation et beaucoup de réussite. Merci, Noël. Bravo pour tout ce que vous faites, Nassima Guetal. Merci beaucoup. On se recroisera sûrement juste à côté au 21 boulevard Voilà, des Martyrs. oui, on se avec retrouvera. plaisir. Très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous souhaite beaucoup de réussite. Direction les hauteurs d'Alger, plus précisément du côté d'El-Biar. Notre journaliste Maya Mrani, toujours, a été à la rencontre de Sofiane. Portrait de ce coiffeur ce matin, regardez. Être coiffeur visagiste, c'est être professionnel de la coiffure et de la beauté, capable de conseiller la clientèle en fonction de 3 critères, le style, la coupe et la couleur. Sofiane Nabawi nous explique sur une chevelure naturelle. Là, je vais faire un brushing pour les cheveux longs. Et un brushing travaillé, au fait. D'accord. Voilà. C'est un cheveu jeune, c'est un cheveu... Oh, très sain. Les cheveux longs, ils sont sains. Ils sont naturels. Naturels, ouais. Pas de couleur, ni mèche, ni couleur, ni rien. C'est juste un brushing. Et de préférence, les cheveux longs, il faut toujours commencer par devant. Le coiffeur ajoute du volume et de la vie, une chevelure jeune et une coiffure tendance. Sofiane, visagiste, accueille la cliente et après avoir observé la forme du visage, le cou et les épaules, afin de déterminer la coiffure. Voilà, on va faire une très jolie coupe à notre amie. On va commencer par égaliser un peu. Sans couper, parce qu'elle veut garder une certaine longueur. Et ce qu'on va respecter. Alors, et la couleur? La couleur, elle lui va bien, hein, c'est un blond. C'est quel blond? Un platine, un bon blond platine. Les cheveux très longs, on la cote en 2021, naturel ou recréé, avec des rallonges, cela donne un look de sirène. Un blond éclatant qui convient à cette peau nacrée de Jihad et une coupe créée par Sofiane sur ce visage angélique. On va faire un joli carré. Les mèches sont faites sur des cheveux naturels? Sur cheveux naturels, ouais. Et on a fait un tricotage. C'est un tricotage qu'on a fait. D'accord. Qu'est-ce que vous appelez tricotage? C'est une technique pour faire un balayage. Pour faire les mèches, c'est une nouvelle technique. Enfin, une nouvelle technique, elle est assez ancienne, quoi. Là, c'est la première base du carré. On ose l'arrêt, ce qui donne une asymétrie à la coiffure. Jemila a une base naturelle et des mèches super tendance. Cela donne un blond sobre pour un style classique. C'est le carré dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est un carré court, effilé. Et avec, on a fait quelques flashs d'abord. Oui. Les flashs, c'est un tricotage sur des cheveux naturels. Et c'est très joli. Vous voyez comme les flashs, ils sont bien répartis. Et pour éviter les déceptions d'une couleur ou d'une coupe ratée, adressez-vous à un ou une professionnelle, car notre chevelure fait partie de notre féminité et de notre élégance. Enfin, une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les maths à faire.
L'occasion de rappeler que votre bonjour d'Algérie est sponsorisé par Coral Peinture. Allez, on parle de bien-être à présent avec notre invitée Amina Ghefari. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir Ravie. invitée. Je sais que vous êtes très occupée, vous faites beaucoup de choses. Vous avez quand même trouvé un moment pour nous. Bien sûr, quand même. Merci à vous de m'avoir invitée. Je vous en prie. Alors, vous êtes fondatrice du premier site algérien dédié aux professionnels du bien-être et de la santé naturelle, lehnadz.com. Et ce n'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça. Oui, exactement. C'est justement le bien-être, c'est pour chercher son bien-être et tout. En fait, cette plateforme, elle est dédiée au bien-être et la santé au naturel. Le but de cette plateforme, c'est justement d'aider les gens à trouver soit le produit, soit le service dans le service du bien-être, que ce soit un produit naturel ou un service. Voilà. Alors, j'ai visité votre site, vous proposez un très large panel de services et de produits, comme vous l'avez dit, naturels, algériens, c'est du 100% DZ. Ça va alimentation cosmétique naturelle, spa, remise en forme, donc via des salles de sport, des salles de omnisport, et même des voyages et formation, des établissements de formation. Donc formation à des métiers qui ont un rapport avec le bien-être. Exactement. Pourquoi un tel éventail de choix? Alors, je vous explique. Quand on est dans une démarche de chercher soit un produit naturel, soit un service, c'est vraiment une démarche de changer son hygiène de vie. C'est quoi changer son hygiène de vie? C'est changer déjà ses habitudes. Alors là, on a la partie service et aussi changer les produits qu'on utilise. Donc, nous, quand on a étudié cette plateforme, on s'est rendu compte qu'il y avait deux parties, la partie produit et la partie service. Et le but, c'est que les gens, en fait, dans leur recherche, ils prennent pas beaucoup de temps à trouver ce qu'ils cherchent. C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, moi, je cherche une salle de sport. Je rentre directement sur la plateforme, sur la page d'accueil, directement, je trouve l'icône, tout ce qui est salle de sport. Donc, je clique et je cherche par rapport à ce que je Simple et efficace. Voilà, simple et efficace. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas justement un risque pour les personnes qui visitent votre site de se perdre un peu? Non, le but de ce site, c'est de ne pas perdre son temps. Voilà. Je m'explique parce que c'était par rapport à mon expérience personnelle. Par exemple, quand je cherchais une salle de sport, j'allais sur les réseaux sociaux, j'écrivais « je cherche une salle de sport spécialisée dans l'aquabanking ». Là, je mets ma demande et j'attends qu'il y ait des gens assez gentils pour me répondre. Sinon, je fais moteur de recherche et généralement, je ne tombe pas sur ce que je veux parce que c'est hors wilaya ou c'est hors pays des fois parce que c'est des réseaux sociaux. Donc, le but, c'est justement pour les gens qui n'ont pas de temps, c'est de trouver en 2-3 clics maximum ce qu'ils recherchent. Voilà, donc la question de rapidité. Exactement. Vous êtes à fond. En tout cas, c'est une très belle plateforme. En tout cas, on a envie d'aller visiter, cliquer, voir ce que vous proposez comme services et produits naturels. Alors, comment ça se passe? Vous êtes en contact avec des professionnels? C'est eux qui vous contactent ou c'est vous plutôt qui allez à leur rencontre? Alors, au début, pour lancer justement, c'est nous qui avons fait une prospection. On a contacté, on a fait une vraie prospection, que ce soit sur des expos pour la partie produit, pour la partie service, on a fait du sourcing et tout. On les a contactés. La plupart étaient ravis de ce concept-là. Ils ont adhéré et voilà, on a créé leur profil professionnel. D'accord, bon, j'imagine qu'il y a toute une logique économique derrière tout ça. Comment vous faites pour rentabiliser votre plateforme? Alors, c'est très clair. Nous, on offre une visibilité par rapport à une population très cible. Aujourd'hui, les gens qui rentrent sur notre site, c'est des gens qui recherchent soit ces prestataires-là, soit ces produits-là. Donc, directement, ils vont avoir une communauté qui va les contacter. Donc, nous, aujourd'hui, c'est un abonnement symbolique. C'est l'équivalent de 400 dinars par mois et c'est 5000 dinars l'année. Voilà, et vous avez, si vous êtes un prestataire, vous avez votre carte de visite professionnelle avec votre numéro de téléphone, votre adresse, votre lien Facebook et Instagram. Vos horaires, exactement, une présentation, c'est vraiment une fiche professionnelle. Et si vous êtes producteur, vous avez carrément une boutique professionnelle qui est différente des autres boutiques qu'on retrouve dans les autres sites. Je m'explique, c'est que nous, on met toutes les informations, c'est qu'on met aussi vos coordonnées. Aujourd'hui, quelqu'un qui cherche un produit naturel, il a besoin de détails. Donc, il pourra vous contacter. Si vous vendez des savonneries naturelles ou des crèmes et tout ça, il peut vous contacter pour avoir des conseils et acheter le bon produit. C'est aussi pour viser les grossistes. Aujourd'hui, sur une plateforme de vente, un grossiste ne peut pas vous contacter. Il doit passer via la plateforme pour commander la quantité. Nous, non, on ne rentre pas dans la vente. On ne prend pas de commission sur la vente. Il y a même des producteurs qui ont été contactés par des grossistes à l'étranger, qui ont pu avoir même des marchés à l'étranger. Ah, c'est super. Ouais, c'est super. C'est vraiment pour promouvoir les produits, les producteurs algériens qui sont pour la plupart des artisans.
D'accord. Voilà. Ok. Alors, le mois dernier, justement, le 2 février exactement, il a été décidé de la réouverture des salles de omnisport, des salles de sport, et même pour les lieux de détente. J'entends les spas, tout ce qui est lieu de détente et de bien-être. Vous avez plus de professionnels aujourd'hui qui adhèrent à votre plateforme? Oui. Suite à cette réouverture? Exactement. Bon, c'est vrai qu'avec la pandémie, on a un peu souffert, ils ont fermé et tout. Mais là, avec la réouverture, ils cherchent une plus grande visibilité. Donc voilà, on est contacté et justement chaque mois en fait, on met un prestataire à la une et un producteur à la une qui met une promotion pour le mois. Donc sur le site, en ce moment, vous avez une promotion sur un spa qui est excellent, qui a des normes internationales. J'irai faire un tour. Voilà, exactement. Donc on négocie aussi ça avec nos prestataires pour justement les consommateurs. D'accord. Vous allez peut-être compter vous diversifier? Diversifier, oui. Avec des coupons promotionnels, je ne sais pas, c'est une idée qui me vient comme ça, des coupons promotionnels. En ce moment, il y a une promotion pour tout le monde. C'est que vous rentrez, vous trouvez le prestataire, vous pouvez le contacter. Et pour ce mois-ci, sur notre site, vous avez une promotion. Tous les gens peuvent bénéficier de cette promotion. On a fait aussi des concours des fois. Oui. On a des concours où les personnes ont gagné justement des journées spa. À chaque fois, on fait ça sur le site pour animer le site, pour justement aider les prestataires et les producteurs. Surtout que le nombre de visiteurs, j'imagine qu'il a lourdement baissé lors de la pandémie. Aujourd'hui, vous arrivez quand même... Ah bah non, au contraire. Non, justement, les gens ils se sont beaucoup intéressés à notre site. On a un taux de visite qui est stable, même quand on ne fait pas de promotion. Et je vous ai dit, on est même suivi à l'étranger. J'ai eu beaucoup de messages, parce qu'on a une page Facebook, une page Instagram. J'ai eu beaucoup de messages de la part de personnes à l'étranger. Alors je leur explique que le site est en Algérie et tout. Et donc je leur dis que c'est pas non plus, c'est pas impossible, qu'ils trouvent les coordonnées. Il y a les coordonnées du producteur ou de l'artisan qui peuvent le contacter. Après, ils leur envoient de lui-même le produit. Via des entreprises de livraison. Voilà. Super. Alors, le site, est-ce qu'aujourd'hui votre site arrive à créer de l'emploi? Alors notre but justement c'est de créer de l'emploi. Comment? Aujourd'hui quand vous prenez par exemple les producteurs qui sont pour la plupart des artisans, qui connaissent très bien leur métier, c'est des gens aussi reconvertis parce que la plupart c'est des scientifiques, c'est des pharmaciens, biologistes et tout ça. Et on est très sélectif par rapport à ça aussi. Donc c'est des gens qui créent leur micro-entreprise et ils sont bien dans leur métier, mais pour la partie commerciale, marketing, ils ont besoin de support et on est là pour eux. Donc il y a cette partie-là. Et il y a la partie aussi, on négocie pour eux, pour les grossistes, pour tout ce qui est transport et tout ça. Comme j'ai une base de données, ce qui me permet d'aller vers des prestataires de services, comme pour le transport, pour tout ce qui est livraison, comme aussi en ce moment, on leur demande tous de faire tout ce qui est contrôle qualité, le dossier de contrôle qualité. Donc on a négocié un laboratoire qui leur fera faire une remise pour nous. Tous les producteurs qui sont sur notre site. Donc au fur et à mesure, on trouve aussi ceux qui ont la matière première, on arrive à négocier pour eux et on va justement, par rapport à ça, essayer d'aider ces gens-là à créer leur entreprise et à se développer. Super. Et pour ce qui est des écoles de formation, ça a attiré mon attention. Je ne suis pas la seule, ça je peux vous assurer que je ne suis pas la seule qui a eu un petit déclic. École de formation, qui forme à quoi? Alors, vous avez les écoles de formation qui forment tout ce qui est cosmétique naturel, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça. Et sur ça aussi, on a été très sélectif, parce que... c'est de la chimie, quelque part. Voilà, pour ceux qui sont sur notre site, c'est des laboratoires. Hein. C'est des gens qui sont du métier. Donc, ils sont du métier, ils font des formations même à long terme, des cycles et tout. Donc, le but, c'est vraiment d'essayer de leur trouver les bonnes formations, parce qu'aussi, il y a tout le monde qui fait les formations en ce moment, et c'est des formations qui sont de 2 jours, 3 jours, on ne donne pas la base. Voilà, il faut avoir une base, justement, quand on fait des produits cosmétiques, c'est des produits qui touchent à la peau, donc il faut faire attention. Et aussi, on a des formations aussi, une école de formation qui fait pour les coachs sportifs, enfin, c'est très diversifié. C'est très vaste. Ouais. En tout cas, Yazid me demande, est-ce qu'il y a, c'est pour les femmes et les hommes? Oui, bien sûr. C'est inscription. Oui, c'est par rapport à leur fonction. Il est intéressé par la massothérapie. On est un peu stressé en ce moment, Yazid, à la régie. Donc voilà, en tout cas, oui, même pour la massothérapie, en fait, c'est très spécifique. Hein. Vous avez ceux qui sont spécialisés dans les massages amincissants. C'est pour ça qu'on est sur le bien-être et tout ce qui est santé au naturel. Pourquoi santé au naturel? Parce que la plupart des femmes ou des gens qui prennent du poids vont vers des solutions chirurgicales. Donc, alors qu'il y a des solutions alternatives comme les massages amincissants avec des appareils très spécifiques où on peut perdre le même volume et le même poids qu'avec une chirurgie de liposuction. Donc, c'est pour qu'ils découvrent ça, qu'ils n'aillent pas directement vers la chirurgie. C'est génial. Vous proposez un tellement large panel de services et de produits. En tout cas, je vous félicite pour cette initiative. C'est le premier site algérien dédié au bien-être. N'hésitez pas à vous rendre donc sur El Henna.
ELHANADZ.com. Voilà. Très bien. Rendez-vous pris. Alors, merci beaucoup. Merci Amina à vous de Ghefari, je vous m'avoir, rappelle que vous êtes fondatrice de cette magnifique plateforme. On souhaite beaucoup de succès. Merci à vous de m'avoir invité. On n'hésitera pas à vous réinviter pour plus de détails lorsque vous allez je pense que vous allez vous diversifier à ce rythme-là. Exactement, il va y avoir ça va aller d'autres très projets. vite. Ouais. Très bien, merci d'avoir été avec nous. Allez, on va à Merci. l'est du pays cette fois, direction Djedje, une ville touristique, mais également agricole, par excellence, notamment grâce à la production d'olives. Et c'est le sujet de Saïda Mayouf. Reportage. Exploitation d'Ib Ben Amr dans le village montagneux de Hamza, situé dans la commune d'El Aouana, une région à vocation traditionnellement oléicole. Les éléments de la direction des services agricoles de la wilaya de Djedje s'attellent à une activité bien particulière, dispenser un cours pratique aux oléiculteurs sur les bons gestes à suivre pour une taille parfaite de l'olivier. Le premier axe, c'est la désinfection des outils de taille. Le sécateur, c'est suite aux maladies qui sont sur l'olivier, principalement les arbres fruitiers. Donc, on doit désinfecter avant de commencer la taille. On doit désinfecter le matériel, les sécateurs, les scies, tout ce qui est matériel de taille. Ensuite, on commence proprement par la taille. La taille, on va favoriser un développement pour avoir du fruit, pas pour avoir le bois. C'est le 4e jour de la campagne de vulgarisation tracée par la direction des services agricoles afin que les agriculteurs comprennent l'importance capitale de la taille et de préparer l'olivier à l'étape de la productivité. Pour Azdine Bouzar, expert en matière de taille, il est primordial de pratiquer le geste qu'il faut à l'endroit précis de l'arbre, évitant l'endommager et assurant ainsi un meilleur rendement. هذا باسكو راح يخدم لا ليزيتاج تاع بيليي يخدم لنا هذه شربونتيير هذه شربونتيير هذه شربونتيير وهو طالع يمشي ويعطينا في ليزال ندير لا تاي دو فورماسيون على 1 متر جو في ان غوبلي بور فار 3 شربونتيير مير pour construire une forme تاع l'olivier qui يقولوا équilibré. Les oléiculteurs attentifs à cette démonstration considèrent ces cours de vulgarisation on ne peut plus bénéfiques. Finalement, on est en train de commettre beaucoup d'erreurs. La taille, on est en train de mal charpenter l'arbre, on est en train de mal le tailler, mal le traiter carrément pour ainsi dire. Donc on est en train de corriger les erreurs, la taille, la fructification, les traitements, l'entretien. Cette formation m'aide énormément en matière de coupe et de traitement de l'olivier pour un meilleur rendement. Cette initiative est très fructueuse. On espère que ça se répète chaque année car les agriculteurs en ces régions montagneuses ignorent beaucoup d'éléments sur la croissance de l'arbre. L'olivier, cet arbre fruitier et rustique, gagne du terrain à Djedje et les superficies dédiées à l'oléiculture s'étendent au fil des ans pour une productivité encore plus abondante. Il est venu le temps de parler de jardinage et de nature, toujours avec la continuité de ce reportage. Dans votre rubrique Coin vert avec Mariam Moussaïd, bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va? Très bien. Ça vous a enchanté de voir les jolis oliviers? Ah oui, magnifique, magnifique. De très belle taille aussi. Exactement. En fait, on va dire, c'est une étape cruciale pour un olivier parce que la taille, c'est la production qui viendra après parce que tout le monde ne peut pas tailler. Oui. C'est vraiment, il faut savoir que c'est un métier, que c'est un art et qu'il y a énormément d'éléments qui rentrent dans ce métier-là. Alors, non content dans l'étude des sols, la position de l'arbre, l'endroit où il est planté, en fait. L'ensoleillement aussi beaucoup. Exactement. Donc tout ça, quelqu'un qui taille les oliviers ou qui taille les arbres en général prend tout ça en considération. Plusieurs facteurs sont à prendre en considération par les agriculteurs. En tout cas, merci d'être avec nous. Je vois que bon, on ne parle pas d'olivier, on va se réduire à quelques petites plantes aromatiques. Oui. Le printemps arrive à grands pas. Ramadan aussi arrive. Je vois qu'il y a des petites pousses de persil. Exactement. Donc d'abord le printemps arrive, effectivement c'est dans quelques jours. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai semé du persil et de la coriandre il y a à peu près une quinzaine de jours. Donc je vous ai ramené les résultats donc pour voir comme quoi ça marche. Heureusement qu'on ne vous attend pas. Non, c'est lent, c'est très lent. C'est lent, il faut être patient. De toute façon, quand on s'adonne à ce métier, à cette passion, le jardinage, il faut être patient. Oui. Voilà. C'est vraiment. C'est pas pour moi.
On va apprendre avec les années, j'espère. Alors déjà, quand planter des herbes aromatiques? Alors, quand planter des herbes aromatiques, regarde Nour, nous vivons en Algérie, la position géographique fait qu'on peut planter quand on veut. On a de la chance. Exactement, c'est une chance. Alors, la plupart, quand vous irez acheter les graines, vous verrez derrière le paquet des graines, alors semer au mois de mars ou alors au mois d'avril. Il n'y a pas vraiment de règles chez nous. C'est une étiquette qui ne s'applique pas ici. Non, pas vraiment. On peut faire ça quand on veut. Et bien entendu, il y a quelques à observer, mais mis à part ça, il faut oser tenter. Il faut vraiment oser tenter et se dire, tenter le tout pour le tout. Si ça prend, ça tant mieux. Si ça prend pas, on recommencera une quinzaine de jours après ou alors un mois après. Donc quand même, alors ces petites graines, je les ai plantées à peu près il y a une quinzaine de jours, allez on va dire à 3 semaines. Ça n'a pas pris rapidement. Pourquoi? Parce que je les ai mis en extérieur. J'aurais pu avoir un résultat beaucoup plus avancé si j'avais laissé ça à l'intérieur. Donc je les mets, on va dire dans la cuisine ou au bord d'une fenêtre. Pourquoi à l'abri du froid? À l'abri du froid, exactement. Il fait quand même assez froid. Il faut savoir que les nuits sont fraîches, donc ça fait que la pousse de ces graines-là, ça prend un peu plus de temps. Voilà. Mais comme je te disais, donc il n'y a pas vraiment de règles. Je vous ai ramené. C'est vraiment, c'est une découverte que j'ai fait. C'est une ancienne tomate, donc une ancienne tomate cerise que j'avais plantée au mois d'août. Donc il y a une tomate qui était tombée comme ça dans le pot et j'ai trouvé donc que toutes les graines de tomate ont pris. Donc voilà, elles ont poussé et elles ont poussé au mois de janvier et février. C'est pour ça que je vous ai dit, il n'y a pas vraiment de règles. D'accord. Généralement, les tomates, ça commence à être semé au mois de mars. Et bien là, ça a commencé à pousser dès la fin janvier, début février. Vous l'avez laissé en extérieur ou à l'intérieur? En extérieur. D'accord. Généralement, pour toutes les plantes aromatiques, est-ce qu'on a besoin d'un extérieur dédié? Non, pas vraiment. Vraiment, les aromatiques, c'est vrai qu'on fait une idée comme quoi ça ne pousse qu'en pleine terre et tout. Et bien, comme on va pouvoir le voir, on le verra sur les images, ça pousse très très bien en intérieur. On peut très très bien avoir ça ou sur son balcon ou alors sur le bord ou alors dans sa cuisine. Vous verrez, donc c'est un petit pot comme ça, on peut en avoir 2, 3, donc de la menthe, du persil, du basilic et pourquoi pas d'autres aromates qui poussent très très facilement. Il suffit de semer, de laisser, bien entendu, d'arroser, de lui donner toutes les bonnes conditions, surtout s'il fait bon à l'intérieur de la maison. Donc ça prendra beaucoup plus vite. Alors pour celles et ceux peut-être les hommes peut-être qui vont s'y mettre un jour, oui. Pour celles et ceux qui veulent justement tout mettre dans un grand pot, c'est possible? Oui, exactement. On ne risque pas d'avoir des croisements? Pas vraiment. Alors ce qu'on évitera de faire, c'est par exemple pour le thym. Le thym est une plante qui aime les sols rocailleux, pas très riche et pas beaucoup d'arrosage. Donc ce qu'on fera, c'est qu'on ne le mettra pas ni avec les persils ni avec la menthe qui, elles, sont gourmandes en eau et préfèrent avoir, on va dire, les racines tout le temps bien humides. Oui. Par contre, le thym, non. Lui, c'est une plante on peut la laisser en intérieur ou sur le balcon, qu'on n'arrosera pas très souvent. Par contre, de façon à ce que, généralement, c'est une plante qui aime bien la sécheresse. Donc voilà. On peut mélanger. Jusqu'à un certain point, on peut mélanger. On peut mélanger jusqu'à un certain niveau. Qu'en est-il de la menthe? La menthe, c'est un indispensable du thé. Oui, du thé et certains plats aussi algérois. C'est vrai qu'on le consomme énormément aussi. Alors, donc pour la menthe, petite astuce. Quand on va acheter un bouquet de menthe au marché, généralement, et surtout en ce moment, étant donné qu'il a plu, que la terre est beaucoup plus légère et beaucoup plus légère, ce qu'on fait, c'est quand on achète un bouquet, vous trouverez toujours des racines. Oui. Donc profitez-en. Profitez-en, ça coûte, on va dire, ça vous coûte quoi? De le prendre, de le laisser quelques jours dans de l'eau. Donc au bout de, on va le dire, allez, une petite semaine, vous allez voir comme quoi il a déjà repris, les racines ont repris, il en a fait d'autres. Et là, vous aurez juste à le mettre. Par contre, pour la menthe, de préférence, mettez-le dans du terreau. Quand on plante à l'intérieur, quand on plante dans des petits récipients comme ça, bon, c'est vrai que la quantité de terre n'est pas immense et on sait très bien que les plantes aiment bien avoir, on va dire, les racines comme ça. Voilà, elles aiment s'étaler. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur donner toujours une terre très riche, de façon à ce qu'elle puisse bien se développer. Donc on va toujours sur du terreau, ne pas s'aventurer dans de la terre de jardin ou de la terre qu'on ramasse. On peut mélanger les deux? Moi, c'est ce que j'ai fait. Oui, terre et terreau. On peut, mais si vraiment on veut des résultats magnifiques et spectaculaires, de préférence aller sur du terreau. Voilà. D'accord. Ouais, alors on peut mettre plusieurs dans un même pot, ça c'est une bonne nouvelle. Oui. Et je vois qu'il y a des petites choses rouges. On dirait des poivrons séchés.
Exactement. Donc, il y a des poivrons séchés, il y a des tomates cerises que j'ai fait sécher de la saison dernière. Donc, voilà, tout simplement, pourquoi je les ai ramenées. Non, c'était pour vous dire que vous n'êtes pas obligé d'aller racheter chaque année les graines. On a acheté cette année. Donc, l'année prochaine, ce qu'on va faire, c'est qu'on laissera tout simplement sécher. J'ai laissé ça sur du papier, mettre généralement sur du papier absorbant, de façon à ce que voilà, ça sèche plutôt que ça pourrisse. Il ne faut surtout pas que ça pourrisse. Et voilà, donc ça, c'est une variété de poivrons qui pousse en Kabylie. Il s'appelle le poivron Mouzhlou, donc il n'est pas très piquant. C'est une variété spécifique à cette région-là et d'autres régions aussi. Donc là, nous avons aussi celui-là, Nord. Alors celui-là, par contre, à manipuler avec beaucoup de... J'arrive pas à le sortir. C'est pimenté. Oui, alors ça, c'est très très fort par contre. Ça, je l'ai ramassé dans une jardinière, je l'ai laissé sécher. Et si je me frotte les yeux, c'est oui, foutu. Surtout pas. Lui, alors, à manipuler avec beaucoup de modération. Et voilà, j'aimerais bien que tu la mettes dans ta main et qu'on puisse la voir. Regarde la tomate, comment elle a toute pétrie, comment c'est toute rabougrie. Ah, celle-ci, non. Ah, celle-là, regarde. On m'a engueulé à la régie, j'ai couvert le micro. J'ai l'oreille qui sonne là. Voilà, si on peut filmer cette mini tomate séchée. Voilà, séchée. Donc celle-là, ce qu'on fera. On dirait un cristaux. T'as vu comme c'est très joli. Voilà, donc elle a séché, elle a pris le temps de sécher tranquillement dans un placard à l'abri de la lumière. De préférence, les mettre dans des endroits sombres. Et au moment où on voudra la replanter, ce qu'on fera, c'est qu'on va la remettre dans de l'eau. On prendra un récipient d'eau, on la laissera gonfler légèrement pendant une journée. Et là, on aura juste à mettre nos tomates cerises dans un petit pot et vous aurez ce résultat. Alors j'étais vraiment bluffée. Je pense qu'il faudra penser à agrandir le pot pour avoir des tomates. Bien entendu. Pour l'instant, je l'ai laissé tranquillement, voilà, s'épanouir et tout, mais arriver à, on va dire encore 1 ou 2 cm, c'est qu'il va falloir éclaircir. Donc on va retirer carrément la motte et on va commencer. C'est une opération qui est très délicate. Donc enlever petit plan par petit plan en prenant soin de ne pas abîmer les racines et on remettra dans des pots un peu plus grands. Justement, alors on dit dépoter, c'est ça? Oui, dépoter, exactement. Parce que j'ai ce petit souci à la maison, j'aimerais dépoter plusieurs pots. J'ai peur d'esquinter la plante, du coup je ne fais rien. Maladroite que je suis, calamité que je suis. Alors j'ai pensé à casser le petit pot, l'ouvrir dans la mesure du possible. Dans ce cas, ce que je te conseillerais, si tu as un petit peu du mal, c'est vrai que c'est assez délicat, on a un petit peu peur de les casser et tout. C'est vrai que généralement quand on fait ça, souvent après on a la main plus sûre. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'il vaut mieux aller sur des godets en carton. Donc qui se vend, c'est déjà une chose, c'est biodégradable, c'est écologique. Voilà, généralement c'est du carton qui est recyclé. Et ce que tu auras à faire, c'est uniquement le couper au ciseau et tu auras, on va dire, plus de facilité à éclaircir tes semis de tomates ou autre chose. Madame Moussaïd, il faudrait que je vous reçoive tous les jours. J'ai la volonté de le faire pendant 2 jours, après j'oublie. Donc il faudrait que vous soyez là tous les jours. D'accord. Pour que ça me rappelle à chaque fois que je dois faire planter quelques petites choses. Voilà, c'est des essentiels de la vie. Oui, c'est des petites choses. Alors des petites graines, donc j'ai ramené aussi ça. Donc là, c'est des graines de coriandre, et là, c'est les graines de persil. Je ne sais pas si on peut les voir sur le plat. Voilà, on les voit bien. On les voit. Alors, pour les graines de coriandre, donc la hashish muqtfa, il faut une quinzaine de jours pour la lever des semis. C'est assez rapide. Je ne sais pas, Nour, si on va pouvoir voir là. Alors regarde, elle est sortie et elle a gardé encore sa petite capsule. Là, on voit bien que c'est de la coriandre. Elle ne s'est pas encore libérée. Ah, c'est normal. Oui, c'est normal. Quand après les feuilles vont pousser, c'est un petit peu comme l'histoire d'un poussin qui sort de sa coquille. Donc un petit mima, après il sort entièrement. Donc là, on peut voir qu'elle a encore gardé la graine. D'ici quelques jours, ça va tomber. Donc pour la coriandre, on a dit 15 jours, la levée déjà se fait voir. Par contre, pour le madnos, donc le persil, j'ai perdu le nom. Donc pour le persil, c'est un peu plus long. Donc ça va prendre à peu près jusqu'à 1 mois. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les graines dans un verre d'eau pendant 24 heures. Ensuite, on les sèmera. Et il faut être patient parce que ça prend à peu près 1 mois. On goûtera, en tout cas pour Ramadan, on viendra chez vous. Ouais, je te remercie, la chambre complète. Avec du persil qui a été semé par vous. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je suppose que vous avez tout ça à la maison. Vous avez toutes les plantes aromatiques à la maison? Pas toutes. Ciboulette, il me manque encore basilic. Basilic, oui, je l'ai. Il me manque le laurier, par contre. Et même le laurier, oui, l'arbre, c'est un arbre. Justement, le laurier, c'est grand. Il faut avoir de la place. On peut l'avoir dans un pot, tout simplement, en le gardant dans un petit pot, et on pourra avoir aussi même du laurier à la maison. Des petites plantes de saison à cultiver chez soi. En plus, ça a pas mal d'avantages. C'est déjà meilleur pour l'environnement. Oui. On ne se déplace pas, donc il n'y a pas d'empreinte carbone, pas d'émissions à effet de serre. On diminue notre consommation de plastique. On n'utilise pas de sachet en allant acheter
la petite plante et on ne se déplace pas comme je l'ai dit. Merci Malou Moussaïd. Et sinon, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme plante coup de cœur? Alors la plante coup de cœur, c'est le trèfle. J'allais vous dire, c'est une mauvaise herbe que je vois. Eh oui, on se dit toujours que c'est une mauvaise herbe. Généralement, on essaie toujours de l'enlever, de ne pas la laisser dans les jardins. Mais en fait, il faut savoir que c'est une plante qu'on peut consommer. Donc, dans certains pays, c'est une plante avec laquelle on fait des sirops, on fait des limonades. Donc, tout est consommable. On l'a bien fait quand on était petit. On a enlevé les fleurs et on a toujours un petit peu mangé la tige. Ah, c'est un petit goût. Non, t'as pas fait ça, non? Ah non, je vais manger. Il faut goûter. C'est un petit goût acide, oui, c'est un petit goût acide, un petit peu citronné. Et c'est, on va dire. Je peux en prendre un peu? Oui, bien sûr. En plus, elles sont bio. Hein. Alors, on dit le trèfle, mais ça n'a pas vraiment la forme du trèfle. Non, pas vraiment. Donc, en fait, il y a plusieurs variétés de. Ah, c'est la tige qu'il faut manger ou tout? Non, non, juste la tige. Donc, je te demanderai de goûter et tu me diras. Non, il ne faut pas zoomer sur moi. Je le ferai quand je serai en antenne. Oui. Donc, voilà. Donc, c'est une plante qui, généralement, que les animaux broutent. Voilà, il faut le savoir. C'est acide, hein? C'est très acide. C'est très acide et ça a énormément de bienfaits. Il faut savoir que ça a beaucoup de vertus, donc de la vitamine C, beaucoup d'oligo-éléments. Bon, bien entendu, on ne va pas prendre ça sans modération, non. Mais il faut savoir que dans certains pays, on en fait des limonades, donc de jus de trèfle. Voilà, donc. Il y a des fleurs. Oui, des fleurs. C'est toute l'année que ça fleurit? Non, c'est au printemps. C'est vraiment le signe du printemps. Donc, comme nous le disait Manel, généralement, c'est le cadeau favori des enfants. Donc, dès qu'ils sortent, ils vont se promener, ils reviennent avec un petit bouquet de trèfle qu'ils offrent à leur maman. Voilà. En tout cas, merci pour le petit-déj. Très acide de bon matin. Bien, oui. Voilà. Et en plus, elles n'ont besoin d'aucun entretien? Non, non, en fait, non, elles ont besoin d'aucun entretien. Ça reste quand même on va dire, une plante qui pousse comme ça sauvagement. Mais ce qui est sympathique, c'est que c'est une fleur miellifère. Donc, toutes les abeilles viennent la butiner. Et comme je vous l'ai toujours dit, non, où va une abeille, vous pouvez aller la manger parce que tout simplement, c'est comestible et c'est pas dangereux. Exactement. Donc, les abeilles du quartier viennent se nourrir de ces trèfles. Donc, je les enlève pas. Quand je me lève le matin, je vois les petites abeilles en train de butiner. Je me dis, bon, non, je le laisse. Je peux manger. Ouais, je peux manger. En plus, je leur laisse et elles viennent un petit peu se nourrir. Par contre, faut faire attention aussi de où la manger, enfin, où la cueillir. Si on veut la manger en salade ou en tisane ou en sirop, comme vous le dites. Il faut aller dans des prés, dans des endroits où. Et puis, c'est une plante c'est la plante la mauvaise herbe, la mauvaise petite plante qui résiste le plus au trafic. Exactement, oui. Tout simplement parce qu'en fait, on va dire, c'est une plante qui est très robuste. Et généralement, bon, ce qu'il y a, c'est quand on voit des champs de trèfle, c'est-à-dire que la terre n'est pas vraiment riche. Alors elle s'installe parce que c'est pas quand même une plante qui est très exigeante. Quand elle s'installe, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va quand même aider la terre à retrouver certaines... donc parce que toutes ces racines, il y a des espèces de petits micro-organismes qui vivent dans ces racines. Et donc ces micro-organismes vont vont un petit peu venir apporter ce que manque à cette terre-là. Donc toujours la laisser. Quand on dit on laisse un terrain en friche, c'est pas vraiment ça. En fait, on le laisse se régénérer, se reposer. Et le trèfle est là aussi pour régénérer ces terrains. Comme tout milieu naturel, un repos s'impose. Oui. Alors, justement, il y a des gens qui, quand il y a des gens qui n'arrivent pas à faire pousser du gazon dans leur jardin, ça peut être un substitut de gazon, sur que ça tire la terre, ça la enrichit, ça la nourrit. Et après une cure, j'ai envie de dire une cure de trèfle, et ben le gazon arrive à pousser de plus en plus. Exactement. Mieux, donc peut-être de meilleure santé, de meilleure qualité. Donc laisser comme ça les trèfles faire ce qu'elles veulent pendant une année. Déjà c'est joli au printemps, c'est tout jaune, c'est déjà assez sympathique. Et voilà, donc après ce qu'on fera, c'est qu'on retournera la terre en laissant les trèfles à l'intérieur. Donc on retournera et la terre et le trèfle, on le laissera se décomposer dans cette terre-là. Et donc c'est à partir de là qu'elle pourra se... C'est une bonne idée. Voilà, c'est une très bonne idée. Merci beaucoup pour tous ces détails, j'adore cette rubrique. Merci. Elle est pleine d'infos super pratiques. Merci d'avoir été avec nous, Malou Saïd. On vous retrouve lundi prochain. Voilà, nous arrivons au terme de ce numéro. Je le rappelle encore une fois, sponsorisé par Coral Peinture, notre sponsor. Merci à nos invités, à nos rubricaires et ainsi qu'à toute l'équipe sans qui on ne pourrait pas réussir une telle émission. Bonjour d'Algérie. Excellente journée à vous avec la suite de nos programmes sur Canal Algérie. Portez-vous bien, je vous retrouve demain, même heure, même chaîne.
avec